Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Ah oui, ce nouveau live IMT pour l'industrie du futur, le dernier avant les congés d'été. Je suis Martine Assar, responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la direction générale de l'Institut Mines-Télécom. Et donc, dans ce cadre, je pilote en fait et coordonne ces lives avec donc un groupe d'étudiants donc de différents campus de l'IMT avec pour objectif en fait de croiser des thématiques qui sont liées à l'industrie, mais aussi avec des angles technologiques, organisationnels et managériaux. Alors ce soir, nous allons donc nous intéresser à un sujet qui est à la fois innovant, pas nouveau, il existe une technologie qui existe depuis quelques années, mais qui est encore en débat donc, c'est la blockchain dans le monde industriel. Alors, c'est une technologie qui est souvent associée, on l'entend souvent, aux crypto-monnaies, qui soulève de vrais enjeux lorsqu'il s'agit de l'appliquer à des processus industriels. Et l'idée avec nos trois invités ce soir, c'était justement d'en savoir un petit peu plus, de comprendre ce qu'est cette technologie, comment elle peut s'intégrer dans les process industriels et pourquoi aujourd'hui, c'est le micro, voilà, ça c'est résolu. Pourquoi encore aujourd'hui on perçoit des freins quant à son déploiement dans l'industrie. Voilà, donc on va en savoir un petit peu plus ce soir avec nos trois invités et on accueille déjà notre étudiante qui va justement animer et interroger nos trois invités. En l'occurrence, il s'agit d'Emma, Emma Paneret. Emma, je te laisse te présenter. bonsoir à tous, bonsoir Martine. Alors, merci de nous rejoindre ici ce soir. Donc, je suis étudiante en troisième année à IMT Atlantique, mais actuellement en double diplôme à Londres, à Impérial, dans un master qui s'intitule Sustainable Energy Futures. Donc voilà, c'est pour l'industrie énergétique me plaît énormément, c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici avec Martine pour animer ces lives. Voilà, donc c'est tout pour moi. Merci beaucoup Emma. Et alors, nos invités, je vais vous les présenter tout de suite. Nous avons donc Romaric Ludinar, qui est donc maître de conférences en informatique à IMT Atlantique, campus de Rennes, si je ne me trompe pas. Voilà. Hugo Spiess, qui est donc cofondateur et CEO de Prosun. Il nous dira ce que fait précisément son entreprise. Et enfin, la chance également d'avoir avec nous Bernard Bloch, qui est responsable transformation et innovation chez Électricité de Strasbourg et qui nous aidera aussi à mieux comprendre un petit peu ce qu'il en est de l'intégration de la blockchain dans le secteur industriel. Avant de donner la parole à nos invités, je voulais juste inviter nos différents internautes qui nous ont rejoints à ne pas hésiter à poser leurs questions au fur et à mesure que nos participants là vont s'exprimer, de manière à ce qu'en fin d'émission, nous puissions prendre un petit temps pour traiter toutes vos questions. Voilà, donc avec ceci, Emma, je te laisse à la manœuvre pour interroger nos invités. Très bien, merci Martine pour cette introduction. Donc, euh, juste un petit rappel, il y a des questions qui vont revenir, qui vont se recouper. Donc, si n'hésitez pas à répondre à une question que je dirige parfois à certains intervenants ou d'autres pour dynamiser un peu les échanges. Ça peut être tout à fait sympathique. Donc, je vais commencer avec Romaric. Merci de vous joindre à nous ce soir. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, vous et votre école et votre, votre domaine dans lequel vous réalisez des conférences? Romaric Ludinar, je suis enseignant-chercheur chez IMT Atlantique, sur le campus de Rennes, au sein d'un département d'enseignement et de recherche qui s'appelle Système réseau, cybersécurité et droit du numérique. Ici, je fais différentes choses et entre autres, je suis responsable d'un master spécialisé en cybersécurité qui est co-délivré avec Centrale Supélec et IMT Atlantique. Voilà. Et d'un point de vue recherche, moi, je suis issu du monde
Des systèmes à grande échelle, donc typiquement les systèmes pair à pair, ce genre de choses, comment on fait collaborer des gens ensemble quand tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Voilà, et ce qui m'intéresse, c'est la sûreté de fonctionnement. Donc, comment on fait des protocoles qui font ce qu'ils devraient, malgré la présence de ces entités qui ne jouent pas forcément le jeu. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va utiliser votre rôle plus académique que nos deux autres intervenants pour justement introduire le sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que l'on entend exactement par blockchain dans un contexte industriel et en quoi cela diffère d'autres technologies de traçabilité ou de sécurisation de données? Pas de souci. Alors, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, enfin, pour fixer les idées plutôt, effectivement, au départ, et je pense que c'est important pour le terme de blockchain, c'est que donc on connaît ça, c'est pas si vieux que ça a 15 ans. Parce que c'est le contexte de la crise des subprimes, l'émergence du Bitcoin. Et l'idée, c'est que on cherche à construire un système qui va mimer le fonctionnement des paiements qu'on a dans la vraie vie. Et donc, il faut que on fasse pas de la fausse monnaie, parce que dans la vraie vie, on va en prison. Qu'on puisse s'assurer que les gens qui dépensent ont bien les fonds, et puis qu'il n'y ait pas de censure. On ne peut pas vous empêcher de dépenser. Et donc, voilà, comment on construit quelque chose comme ça, sans autorité centrale, donc sans banque, qui va vérifier que vous avez, qui sait tout ce que vous avez, et sans contrôle d'accès. Tout le monde peut participer, on n'a pas besoin d'avoir créé un compte quelque part pour le faire. Et donc ça, c'est le point de départ. Et en fait, le problème que ça pose, c'est que quand vous n'avez pas d'autorité centrale, eh ben, comment on va valider un paiement, il est valide parce que le billet n'a pas déjà été dépensé, que les gens ont bien l'argent sur le compte, ce genre de choses. Et par ailleurs, effectivement, comment on assure l'unicité de la transaction, donc typiquement que le billet n'a pas déjà été dépensé. Et pour ça, en fait, ce qui a été extrêmement malin, parce qu'en fait, la construction, elle s'appuie que sur des éléments éprouvés depuis, je dirais maintenant, au moins 40 ans, pour les plus récents. Euh, Ce qui est extrêmement malin là-dedans, c'est l'agencement de tous les outils qu'on connaît pour faire ce qu'on appelle la blockchain, qui est juste, en fait, la mise en place d'un historique intègre, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier, et auditable, c'est-à-dire que tout le monde peut vérifier ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est le deal initial. Et c'est assez, enfin vraiment extrêmement malin comme truc, vraiment bien fait. Voilà. Après, ça fait pas tout. Il y a des limites, hein. Typiquement, aujourd'hui, si on prend cet exemple-là de Bitcoin, et qui est valable pour les autres, hein, on enregistre des nouvelles mises à jour à taux régulier. Donc, en fait, on peut pas enregistrer tout et n'importe quoi dans des volumes énormes. Voilà, ça existe. La mise à jour, il y a de la latence, du coup, ça a un coût, parce que il faut que les gens s'accordent, tous les participants. Et ces technos-là, en fait, comme on va mettre à jour une histoire en permanence, l'histoire, elle ne fait que grandir. Et les technos dites ouvertes aujourd'hui, là, j'ai un client Bitcoin qui tourne devant moi, on est à 700 gigas de données, par exemple. Et ça va de pire en pire, en fait. Donc 700 gigas de données, vous voyez qu'on ne peut pas l'utiliser déjà sur n'importe quel équipement, et ça va de pire en pire. Euh, voilà. Et en fait, si on va au-delà de la question des crypto-monnaies, en fait, il y a plein de choses amusantes. Et je pense qu'ils viennent justement limiter un peu l'adoption dans l'industrie, parce qu'il faut se poser plein de questions. Et typiquement, c'est qui va mettre à jour cet historique? Et quand, dans le cas des crypto-monnaies ouvertes, typiquement, on a recours à des mécanismes, la preuve de travail, la preuve d'enjeu, ce genre de choses, parce qu'on ne connaît pas la population qui a le droit de mettre à jour. On a d'autres systèmes qui existent où en fait, on sait qui doit mettre à jour. C'est typiquement pour ceux qui font des technos à la mode, type Kubernetes et ce genre de choses. En fait, les algorithmes qui sont derrière, c'est du consensus ou de la réplication tolérante au byzantin, BFT, ça s'appelle. Voilà, ça c'est pratique. C'est un truc qu'on connaît depuis les années 70, ça marche très bien. Sauf que dès qu'on a plus de 30 participants, ça commence à être compliqué. Voilà, donc ça, il y a une question autour de ça. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est assez marrant aussi, c'est de s'interroger sur ce qu'on enregistre dedans. Parce que quand on prend Bitcoin, donc, je prends cet exemple-là parce que c'est vraiment bien fait, c'est le premier. Bah, on crée les Bitcoins et on les dépense et il n'y a rien d'autre dedans. Et donc finalement, tout le monde peut vérifier que ce qui est dedans,
dans cette histoire est bien fait. L'écriture, elle est performative, en fait. C'est ce que vous avez écrit dedans et met à jour l'état du monde. Donc ça marche bien parce que c'est l'algorithme qui crée un peu tout ça. Dès que vous faites du lien avec autre chose, bah, quand vous voulez vérifier que tout est bien fait, bah, il faut se poser la question de à quel moment vous faites confiance à quelqu'un. Est-ce que vous faites confiance dans le système? Parce que le système est bien fait, et donc vous n'allez pas vérifier ce qui est écrit. Vous faites une confiance dans les gens qui maintiennent le système. Voilà. Et donc il y a des liens comme ça qui sont pas forcément faciles à faire et qui peuvent faire partie de ces limitations à l'adoption parce qu'on a mis blockchain, mais finalement les gens comprennent pas forcément exactement ce que ça veut dire derrière. Et du coup, c'est pas si je- quitte à mettre une première baffe à quelqu'un, bah, typiquement l'exemple de la fameuse blockchain Carrefour pour la traçabilité alimentaire. Bah, on enlève blockchain et vous dites bah, Carrefour a dit que bah, ça venait de tel endroit, bah paf, c'est fini quoi. Et en Mm. fait, on a un argument qui est de dire il y a une blockchain, alors qu'en fait, dans les faits, il n'y en a pas, qui est purement de la communication. Si je prends un exemple pour un de mes autres participants, là, vérifier les diplômes, quand vous faites ça, zéro blague hein, dans ce que je dis, on se dit, bah tiens, ça peut être intéressant pour le faire, et ça a été fait, hein, sérieusement. Mais en fait, les diplômes, si on est sérieux 2 minutes, et je parle que des diplômes français, hein, tu pourras répondre sans souci derrière. Bah, typiquement, les diplômes, en fait, en France, ils sont délivrés par l'État. Donc on fait confiance à l'État. Donc eh ben, l'État, c'est bien fait, d'ailleurs, fournit un truc qui s'appelle diplôme.gouv.fr. Voilà. Sur plein de diplômes, en fait, qui sont fournis par l'État, bah, vous pouvez vérifier auprès de l'État qu'ils existent bien. Et on n'a pas besoin, on pourra pas remplacer l'État dans ce rôle-là, puisque c'est lui qui les édite, et il n'y a pas de raison qu'on aille vérifier autre chose. Donc il y a plein de questions comme ça, où je ne dis pas que c'est impossible, hein. Mais souvent, il faut se poser la question de à qui on fait confiance, c'est bien, c'est pas bien, et qu'est-ce qu'on peut vérifier effectivement. Voilà. Ok, très bien. Deux minutes, hein. Oui, allez-y. Est-ce que, J'ai entendu une voix, mais ça a peut-être interféré, je sais pas. Non? Ok, très bien. Euh, donc, on remarque que vous avez justement parlé de cette problématique de qui va maintenir le système si on incorpore la blockchain dans l'industrie. Vous avez parlé de l'exemple des crypto-monnaies, mais aujourd'hui, quels sont les cas d'usage les plus avancés et les plus prometteurs dans l'industrie, que ce soit en matière de logistique, traçabilité ou maintenance? Donc, pas forcément la monnaie, mais autre chose. eh ben, ça va être super surprenant, mais il y a un exemple qui est en prod d'ailleurs, qui est assez excellent. Attention, tout le monde est bien ici. La Banque de France a fait un truc trop bien avec ça. Et alors, si je dis pas de bêtises, avant, pour tous ceux qui ont un compte en banque qui se font prélever des sous par un opérateur, ce genre de choses, il fallait appeler la Banque de France pour avoir un numéro unique. Voilà, c'est quelqu'un qui répond au téléphone. Et un peu, voilà, ils ont voulu automatiser ça. Et quitte à l'automatiser, en fait, ils ont mis en place un consortium d'un certain nombre de banques qui vont travailler ensemble justement pour décentraliser l'émission de ces numéros-là et s'assurer que tout le monde a toujours le bon numéro parce que le voisin vient d'en sortir un, il faut que je prenne le numéro suivant, etc., etc. Et ce qui est assez malin là-dedans, c'est que finalement, dans cette mécanique-là, eh ben, la Banque de France a dilué sa responsabilité dans ce groupe-là, et ça marche au travers du blockchain, voilà. Et c'est plus elle, si jamais il y a un problème, bah, c'est plus que elle. Et ça, c'est un truc qui marche aujourd'hui. Euh, voilà. Ça, sont des exemples assez amusants de ce qu'on Ok, appelle une chaîne de consortium, qui sont justement des chaînes qui sont maintenues par un ensemble d'acteurs identifiés, mais qui, pour le coup, ne se font pas forcément confiance. Donc, ils ont intérêt à vérifier ce qu'ont fait les autres. C'est un truc à mi-chemin entre les trucs complètement ouverts, type Bitcoin, et les trucs complètement fermés qu'on maintiendrait en local. Voilà. ok. Il semblerait parfois que, même si on ne le sait pas, aujourd'hui, la blockchain est utilisée et fonctionne. Et selon vous, quels sont les principaux freins aujourd'hui à l'adoption de la blockchain dans l'industrie? Parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler à part dans les crypto-monnaies. Euh, Pourquoi il y a une complexité technologique? Est-ce que c'est un manque d'interopérabilité?
durabilité ou résistance au changement? Qu'est-ce que, quel est votre avis là-dessus? Mais je pense que la plupart du temps, en fait, c'est pas forcément le meilleur outil. Ok, C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, si vous réfléchissez à qui maintient, qu'est-ce qu'on peut vérifier, bah, il y a plein de moments où vous allez vous dire, bah, finalement, enfin, si on est quatre, je maintiens un repo Git, par exemple, j'ai un historique intègre, voilà. Et comme on n'est que quelques-uns à le mettre à jour, c'est suffisant. Et la mise à jour, du coup, elle devient gratuite, là où c'est pas le cas, parce qu'en fait, ce mécanisme de la mise à jour, qui est présent dans les chaînes, il est là parce que vous avez un ensemble d'acteurs et vous voyez bien que si tout le monde écrit en même temps, on va écrire n'importe quoi. Donc en fait, on a besoin d'un mécanisme qui s'appelle un mécanisme d'élection de leader qui dit, bah, à ce moment-là, c'est un tel qui va écrire et il n'y a que lui. Et si on a ça, bah, comme il n'y a que lui, bah, il n'y a qu'une écriture et on écrira à sa suite. Donc c'est très simple. Sauf que le mécanisme en lui-même, lui, il est coûteux. Sauf quand vous connaissez les gens qui peuvent mettre à jour, où là, on a d'autres mécanismes beaucoup plus simples. Mais du coup, vous avez payé l'ouverture du système, en fait. Et donc, c'est des compromis qui interviennent comme ça. Et bah, finalement, c'est pas si simple de trouver des cas où c'est vraiment utile, en vrai. C'est marrant, enfin, moi j'adore le truc, mais les vrais cas où c'est utile en dehors des crypto-monnaies, il y en a quelques-uns. Euh, voilà. Et peut-être je suis vraiment, je suis curieux peut-être de- que Bernard et Hugo veulent rebondir là-dessus. Quels sont selon vous aujourd'hui quelle utilisation aujourd'hui dans votre industrie, dans votre secteur d'activité et quel est le frein à l'adoption dans votre secteur d'activité, Mhm. si ce n'est pas déjà le cas? Alors moi, je veux bien commencer. Euh, je pense que l'une des difficultés déjà, c'est cette expression de blockchain, quoi. Parce que moi, pour y être depuis pas mal d'années sur cette question-là, en fait, je fais souvent le parallèle avec quand Internet est arrivé, les gens ont entendu parler d'Internet, sont intéressés, ont vu ce que c'était. Personne n'a essayé de comprendre le protocole IP et les sept couches qui se cachent derrière. Et le problème, quand on a parlé de blockchain, tout le monde a voulu comprendre comment ça marche d'un point de vue technologique, etc. Et donc, ça a pas mal, c'est devenu très complexe dès le départ, quoi. Donc, en gros, la technologie a pris le pas sur les cas d'usage assez rapidement. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises essayent de banaliser le mot blockchain pour presque pas le prononcer parce que finalement, c'est qu'une brique technologique au milieu d'une solution qui va employer différentes technologies. Donc ça, c'est un premier point. Euh, du coup, l'adoption, elle est moins, on va dire, elle est moins audible aujourd'hui, puisqu'on parle moins de blockchain en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Sinon, moi, je peux prendre quelques exemples parce que du coup, je vais parler de. Donc, moi, je suis d'Elexé de Strasbourg. On est une filiale du groupe EDF. Et côté EDF, la première expérimentation, enfin, c'est pas une expérimentation, puisqu'on l'a déployé. Et donc, voilà un vrai cas d'usage pour Romaric. C'était notamment la certification et l'authentification des communiqués de presse. Parce qu'à l'heure des fake news, etc., pour une entreprise qui était cotée au CAC 40, les fausses nouvelles vont vite et donc les journalistes, les médias avaient un gros intérêt à pouvoir tracer que le communiqué de presse était bien émis par EDF et ne venant pas de tierces à droite à gauche sur la planète, quoi, en gros. Ça, c'est un premier cas d'usage qui a été très rapidement mis en place, qui n'était pas le premier qui était imaginé par EDF, parce que bon, voilà. En tout cas, il a été déployé assez tôt pour l'ensemble des communiqués de presse officiels d'EDF. Ça, c'est le premier point. Sinon, il y a un autre cas d'usage. Alors oui, on en a parlé. Il y a eu des expérimentations sur les carnets de maintenance, la traçabilité, etc. Par contre, il y a eu une grosse expérimentation euh, qui a été menée pendant les Jeux Olympiques de Paris, puisque les Jeux Olympiques de Paris, ça sous-entendait beaucoup de points d'alimentation, des branchements provisoires pour les différents sites dans toute la France. En gros, donc il y avait 6 parcs éoliens et 2 parcs solaires qui étaient mobilisés pour produire de l'énergie renouvelable. Et derrière, il y avait 3500 points de livraison. Et donc, dans le contrat d'énergie verte qui avait été signé avec le comité olympique, il fallait prouver que la production était bien des certificats d'énergie verte, quoi. Et donc, il a été mis en place tout un système via blockchain pour tracer
les consommations, proposer une méthode, un affichage qui permette aux acheteurs du comité olympique de bien pouvoir vérifier qu'effectivement 100% de la production était d'origine d'énergie renouvelable ou en tout cas pouvait être tracée avec des certificats qui allaient avec derrière. Donc ça a été fait pendant entre juin et septembre 2024 notamment, avec un gros retour d'expérience pour une expérience évidemment à grande échelle en temps réel puisqu'on était sur la réalité des Jeux Olympiques. Les enseignements sont encore en cours d'analyse derrière ces questions-là. Parmi les difficultés qui étaient notamment pointées, on voit bien, et c'est le cas souvent de ce type de technologie, ça permet d'avoir énormément d'informations, mais du coup trop d'informations, parce que finalement, ce qu'a besoin de savoir, c'est un peu ce que disait Romaric, de façon simple, est-ce qu'on est sûr que c'est de l'énergie verte? Après, à donner les 40 000 lignes qui vont démontrer que c'est effectivement de l'énergie verte, c'est pas tout à fait le même besoin, sauf que c'est quand même la condition pour arriver à ce résultat et cette, authentification, quoi, finalement. Donc ça, c'était un cas plutôt original et plutôt très challengeant pour l'entreprise. Ça a mobilisé plusieurs entités différentes, des informaticiens, etc. Ça les a forcés évidemment à bosser ensemble pour trouver des solutions en lien avec les équipes techniques. Et du coup, j'ai juste encore un point là-dessus, puisqu'on parle évidemment d'énergie. Pareil, Romaric en a parlé. On sait que c'est très énergivore, évidemment, mais en même temps, c'est un énorme enjeu d'attractivité du territoire pour la France, puisque la France quand même est quand même un pays très décarboné dans sa production d'énergie. Et donc, il y a un certain enjeu sur l'attractivité pour implanter des data centers en France sur le territoire français. Déjà dans notre région, côté Grand Est et côté Alsace, ça fait partie des enjeux importants à suivre, évidemment, sur ces questions de data center. Il y a même des services derrière typiquement, par exemple, il y a des services qui sont proposés par le groupe pour, à côté des data centers pour installer ou de les mettre à proximité de piscines pour justement utiliser la chaleur pour le chauffage des piscines, etc., etc., pour qu'il y ait quand même un ensemble vertueux et d'essayer de comment on peut gérer effectivement ces consommations très énergivores. Très intéressant. Merci, merci Bernard. Un sujet Merci. qui me plaît particulièrement. Je Qu'est-ce me permets que de vous, oui, rebondir. Alors déjà, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Hugo, j'ai 37 ans et j'ai cofondé Prosoon, qui est effectivement une application de la technologie blockchain dans le domaine de la formation et de l'emploi. Donc, on certifie des diplômes, on certifie en fait l'intégralité d'un parcours apprenant, que ce soit dans le monde académique ou monde professionnel. Alors, merci Romaric de m'avoir tendu la perche, c'est parfait. J'espère que le micro marche bien parce que j'ai plein de choses intéressantes à dire. De mon côté, nous, on a vu la techno-blockchain par le biais de la souveraineté numérique, être propriétaire de la donnée. C'est-à-dire que quand je suis propriétaire d'un bitcoin, il m'appartient, il n'est qu'à moi. Et c'est en fait ce prisme-là qui m'a beaucoup intéressé. Et donc, c'est très lié à l'identité numérique. Donc, nous, on a découvert les identifiants décentralisés et ce qu'on appelle les verifiable credentials. Donc, ce sont des attributs, des attestations qui sont rattachés à cette identité. Ça peut être un passeport, ça peut être un permis de conduire, ça peut être un diplôme. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est standardisé aujourd'hui. C'est standardisé au niveau international, au niveau du World Wide Web Consortium, W3C. C'est standardisé au niveau européen avec EBSI. Et il y a un projet de wallet d'identité numérique européen qui sera imposé aux États membres en 2027. Et donc, c'est bien que tu me tendes la perche, Romaric. En fait, diplôme.gouv.fr, alors c'est un super outil. Moi, je suis très content que ce soit en ligne. Le problème, c'est que c'est limité seulement à certains diplômes à partir de certaines années. Et malheureusement, il n'y a pas les doctorats, par exemple, dessus. Et il y a une autre problématique, c'est que ça ne respecte pas les modèles de données, ces fameux standards qui sont aujourd'hui préconisés par la Commission européenne. Parce que la vérifiabilité d'un diplôme ou d'un niveau d'études, elle est intéressante quand on est un recruteur français et qu'on recrute un alumni ou un étudiant en France. Mais quand il s'agit de mobilité européenne, ça devient tout de suite plus compliqué. Et du coup, aujourd'hui, il y a un registre d'émetteurs de certificats académiques, un Trust Issuer Registry, donc un registre d'émetteurs de confiance qui est décentralisé dans la blockchain et qui permet une vérifiabilité transfrontalière des compétences, des niveaux d'études, etc. En fait, je dis que oui, on peut faire confiance à l'État. La blockchain, elle apporte la confiance de manière intrinsèque à son architecture. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que ce soit le répertoire des alumni d'HEC ou diplôme.gouv.fr, il y a aujourd'hui un administrateur central qui est en capacité
je ne dis pas qu'il le fera, il signe des policies pour ne pas le faire, mais il est en capacité de détériorer la donnée, de l'effacer, de la modifier. La décentralisation, elle empêche techniquement cette opération-là. Donc, la confiance, c'est intrinsèque au système. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et il y a l'autre partie qui est vraiment liée à l'identité numérique. Quand je reçois un diplôme via ce protocole qu'on appelle Self-Sovereign Identity, donc identité numérique autosouveraine, une fois que j'accepte mon diplôme, c'est comme quand je vais le récupérer à mon université. En fait, il m'appartient, il est à moi et je le partage ou je ne partage qu'une partie de cette information avec qui je veux et je révoque les accès quand je veux. Et ça, c'est pour moi la clé de notre manière d'interagir avec le web demain, à tous les niveaux. C'est-à-dire quand je dois prouver que j'ai plus de 18 ans, ben aujourd'hui, j'aurai une pièce d'identité sous forme de credential dans mon wallet. Je vais pouvoir extraire de ce passeport le fait que je sois majeur et je vais pouvoir interagir avec un site en lui donnant une information qui est vérifiable sans lui donner tout le contenu de mon passeport. De l'autre côté, on aura un site qui me donnera un accès sans avoir à stocker de la donnée personnelle parce que le fait que je sois majeur, ce n'est pas de la donnée personnelle. La donnée personnelle, c'est ma date de naissance, c'est ma carte d'identité. Donc, en termes de cybersécurité, si vous voulez, on ne cambriole pas des appartements qui sont vides. Donc, le jour où je pourrais souscrire à une offre de la SNCF 16-25 ans sans avoir à leur communiquer ma pièce d'identité, eh ben, la SNCF n'aura pas cette donnée personnelle à traiter et donc sera beaucoup moins vulnérable en termes de cyberattaque. Donc ça, c'est le concept de Zero Knowledge Proof. Et voilà, moi, c'est tous ces concepts et ces protocoles qui m'ont passionné, qui m'ont intéressé et qui m'ont poussé en 2020 à créer Prosoon. Et aujourd'hui, alors nous, on certifie effectivement des diplômes dans l'enseignement supérieur. On certifie des engagements associatifs aussi. Et on peut aller certifier des qualifications de soudeurs, des qualifications d'électriciens, des engagements bénévoles. Et en réalité, c'est aussi ces micro-crédits, ces micro-certifications-là qui font toute la richesse d'un profil qui fait la valorisation des compétences des personnes qui détiennent ces certificats numériques. C'est-à-dire que sur diplôme.gouv.fr, on va avoir 2 diplômes d'ingénieurs, 2 étudiants ont le même diplôme, mais en fait, il n'y a pas de granularité. Ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas les mêmes expériences associatives professionnelles. Donc, ce qu'on apporte, nous, avec notre solution, c'est d'aller au-delà du diplôme et d'avoir différents formats de reconnaissance de la compétence dans différents contextes. Voilà, et c'est pour ça qu'on a développé cette solution et on l'a connecté avec un système de connexion entre candidats et recruteurs pour avoir en fait toutes les parties prenantes de la formation à l'emploi. Et dans le milieu industriel, alors on travaille avec la Chambre des métiers d'Alsace, donc on a des profils manuels, techniques, on travaille avec des écoles d'ingénieurs et on aimerait aller de plus en plus sur la formation continue et en fait la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le milieu industriel, sachant que c'est un milieu qui recouvre énormément de métiers, hein, 360, voilà, du manager au soudeur, on a énormément de métiers. Comme ce sont des métiers qui vont être en perpétuelle transformation, le fait d'avoir des référentiels de compétences, d'avoir des métadonnées qui sont vérifiables et qui sont certifiées, ça peut aussi permettre de simplifier les process de mobilité, d'accompagnement du changement quand il faut renouveler des compétences ou quand il faut aller en chercher d'autres, parce qu'on verra aussi quels sont les prérequis, les prédispositions pour aller chercher ces nouvelles compétences. Donc nous, c'est là-dedans qu'on s'inscrit. Et après, c'est vrai qu'on a vu autour de nous énormément de projets hyper intéressants dans le milieu industriel. Et je pense notamment alors à la certification des machines, parce que ces machines, elles ont des labels. On peut, avec de l'IoT, tracer, en termes de maintenance, on peut vraiment tracer aussi l'hygiène de vie presque de la machine et avoir une traçabilité comme ça pour avoir une analyse un peu prédictive de la maintenance. On a toute la logistique, les chaînes d'approvisionnement, où il y a différentes parties prenantes qui ne se font pas forcément confiance, où là, la traçabilité, elle peut avoir vraiment des vertus intéressantes. La propriété intellectuelle aussi, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est également un des cas d'usage, je pense, les plus évidents, moi, dans l'industrie. Donc voilà, nous, on a découvert ça en étant dans cet écosystème Web3 où finalement, on n'est pas nombreux. Et c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit par Bernard et par Romaric, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits côté infrastructure, beaucoup moins côté applicatif. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que on se torture. Alors c'est bien, hein, il y a des milliers de blockchains, il y a des milliers de protocoles différents. On parlait Proof of Work, Proof of Authority, avec des systèmes de gouvernance bien différents, des usages et par exemple des vitesses de transaction qui sont différentes, donc des infrastructures qui sont plus ou moins adaptées à différents cas d'usage. Par contre, des couches applicatives qui ont vraiment une logique métier
et qui permettent très simplement de s'interfacer avec des logiciels existants ou de proposer des fonctionnalités très claires à l'utilisateur qui, lui, n'a pas besoin de savoir comment la donnée est stockée et de quelle manière on la rend robuste, etc. Ces couches applicatives manquent un peu, à part dans le domaine des cryptos, où là, effectivement, des exchanges, il y en a beaucoup, mais dans des domaines comme dans l'industrie, la logistique ou la reconnaissance des compétences, par exemple, ces applicatifs sont moins... Ils sont là, mais ils manquent de visibilité. C'est pour ça que je remercie encore une fois Martine de nous donner l'occasion de mettre un peu le projecteur sur ce qu'on fait. C'est qu'en fait, on dépense tellement dans le produit, dans la cuisine, pour assurer un produit qui soit bien pris dans les mains de l'utilisateur, qu'on en oublie la vitrine, qu'on en oublie de communiquer et qu'on manque de visibilité. Et je pense que c'est, enfin, je ne veux pas parler pour les autres, mais je pense que c'est un frein, une problématique qui est reconnue par pas mal d'entrepreneurs dans le domaine du Web3, c'est qu'on investit beaucoup dans le dev et on manque cruellement de visibilité. Très bien. Merci beaucoup, Hugo, pour votre... Un des autres trucs qui est quand même assez important, surtout sur les diplômes, l'exemple que tu as donné, c'est qu'en fait, c'est la pérennité de la donnée. Parce que tu disais, tu as pris l'exemple d'HEC. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais l'administrateur, il peut complètement aller rajouter des étudiants qui ne sont pas diplômés, il peut supprimer des étudiants qui ne sont pas diplômés, etc. Voilà. Mais demain, HEC ferme. Ça devrait pas arriver, je pense, vu les tarifs, mais si jamais ça fermait, eh ben, ils mettent la clé sous la porte et enfin, ils jettent les bases de données, en fait. Et donc, d'un coup, on n'a plus accès. Et l'un des intérêts aussi de ces technos-là, c'est que, en fait, elles sont pérennes. Il y a deux, trois trucs à penser avant, mais normalement, c'est pérenne. Et donc, ça veut dire que même si vous arrêtez, vous revenez plus tard, c'est toujours là, en fait. Et ça, c'est super important, en fait. Ouais, complètement. Super. Merci beaucoup. C'est super intéressant comme échange. Je suis contente d'être là ce soir. Je vais peut-être faire une question envers vous, Hugo. Donc, vous avez parlé justement qu'il manque des couches applicatives dans l'industrie pour l'utilisation de la blockchain. Et pourquoi vous pensez que cela arrive? C'est uniquement à cause d'un manque de visibilité, d'un besoin de se concentrer sur le développement du produit, ou il y a d'autres raisons? Je pense que c'est bon, il y a un grand manque de visibilité, ça c'est certain. Je pense qu'il y a eu aussi le besoin d'attendre l'évolution des infrastructures, parce que c'est sûr que c'est des choses qui prennent du temps. Et pour interagir avec des infrastructures, il faut avoir confiance en ces infrastructures, donc il faut quand même les comprendre, même si on n'est que sur de l'applicatif. Sur de l'applicatif, vous avez 99%, c'est pas de la blockchain, mais vous allez interagir avec une infrastructure et il va falloir un module un peu sophistiqué, un microservice qui peut interagir avec cette infrastructure. Et des fois, c'est des briques qui font un peu peur. Mais non, je pense qu'il y a eu aussi deux problèmes. Donc, il y a le problème des standards. Il faut standardiser les choses. Il faut qu'on parle le même langage et qu'on puisse travailler même sur différentes infrastructures, mais de manière intelligente et interopérable. Donc ça, nous, on a eu de la chance parce que c'est vrai que l'éducation, ça a été un des premiers cas d'usage saisis par l'institutionnel. Donc, on a vu des standards apparaître très vite. Ce n'est pas le cas dans tous les domaines d'activité. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin de standards. Pour avoir des standards, on a besoin des institutionnels, et on a besoin d'un encadrement juridique. J'ai aussi l'impression, en France en tout cas, ou même en Europe, qu'il y a un tel flou juridique autour des systèmes et des infrastructures décentralisées, ou même les organisations, les DAO, les organisations décentralisées, que, au final, il y a de la réticence puisque on manque de réglementation qui soit stricte, transparente et concrète. Nous, on a encore cette chance dans ce qu'on fait, c'est que la réglementation eIDAS V2 intègre le protocole de signature électronique avec les identifiants décentralisés et les verifiable credentials. Donc, vous voyez, nous, en fait, on est très chanceux parce qu'autour de nous, on a des garde-fous, on a des éléments qui stabilisent un peu notre démarche et nos avancées. Dans d'autres cas d'usage, je pense que le flou juridique d'un côté et le manque de standards de l'autre peut faire un peu peur. Alors, pour autant, dans EDAS 2.0, là, il ne cite pas explicitement blockchain, il parle de registre distribué. C'est Oui, assez. c'est ça. On sent bien quand même que dans la réglementation, ça transpire à grosses gouttes de ça, mais pour le coup, c'est pas cité explicitement. Et tu penses, Le... Romaric, alors je te pose la question, est-ce que c'est lié à la mauvaise réputation de la blockchain qui est assimilée à la crypto, la spéculation, le Far West?
Est-ce que c'est pour ça qu'on... Parce que je suis très d'accord avec ce qui a été dit, la blockchain ne réussira quand on parlera plus de blockchain, en fait. C'est... voilà, Alors, qu'est-ce que tu en penses? en fait, quand tu regardes un peu la réglementation, ça pose deux, trois trucs qui implicitement font des choix technologiques qui ne sont pas dits. Mais dans EDAS, tu dois être capable d'ordonner temporellement, avec un ordre total, tous tes événements. Et donc, c'est typiquement blockchain classique avec une liste chaînée à la Bitcoin. Là où, en fait, il y a des systèmes aujourd'hui qui existent où c'est du graphe orienté acyclique. On peut avoir plusieurs événements en parallèle. Et d'un point de vue graphe, ça veut dire qu'en fait, on a un ordre partiel. Il y a des éléments que tu ne peux pas vraiment comparer. Et ça, typiquement, c'est un requirement la réglementation. Et on dit, bah, ça, on n'a pas le droit. Et je pense aussi qu'il y a une question autour de. Ils ont évité blockchain parce que, il doit y avoir une notion de nœuds par État. Et donc, ils veulent quelque chose de consortium quand même, maintenu entre les États membres de l'Europe. Et que, bah, comme c'est de l'identité, même si c'est auto-souverain, à un moment, c'est quand même l'État qui certifie ta propre identité. Donc, ils veulent garder cette main-là, en fait. Donc, il y a des choix de vocabulaire qui ne sont pas innocents, je pense. Ouais, complètement. Ben, on est dans un groupe de travail EBSI, European Blockchain Service Infrastructure. Donc, on voit bien les difficultés hein, pour l'institutionnel de se saisir de tout ça, quoi, hein. Mais effectivement, c'est de la proof of authority. Donc, c'est des administrateurs qui sont, je crois, moins de 40 aujourd'hui. Ça se développe, hein. Mais on les connaît tous. On a leur KYC. Enfin, c'est vraiment très loin de Bitcoin et du protocole Bitcoin, hein. Voilà, c'est quelque chose de ouais, on sait qui sont les nœuds et qui font marcher le réseau. Ouais. Après, dans ce que vous dites, euh, on le voit bien avec le web et l'évolution du web qui était quand même au départ un espace de liberté très distribué quand il a été créé finalement le web, qui est devenu très centralisé aujourd'hui entre des GAFAM notamment, qui pose question évidemment, où il y a certains qui aimeraient revenir à des principes de départ. L'une des difficultés de la blockchain, c'est qu'au départ, c'est pour les mêmes raisons, c'est une défiance totale par rapport à des institutions. Donc, pour essayer de contourner et de mettre en place des systèmes distribués non publics, et on a vu en France notamment se développer des consortiums plutôt d'institutions publiques, finalement, qui ont essayé de manger des initiatives, on va dire, hein, diverses et variées. Voilà, et l'exemple quand Romaric, tu parlais euh, en disant, bah oui, mais il y a le gouvernement qui certifie les diplômes, un certain nombre de diplômes, j'entends bien ce que disait Hugo. Euh, oui, mais en même temps, on a vu aux États-Unis, du jour au lendemain, on peut décider d'éliminer toutes les données d'un secteur ou autre. Et c'est aussi pour ça, au départ, que on appelait ça des crypto-anarchistes, hein, que voilà, ils voulaient un monde pour retrouver que ce soit des problématiques de cadastre, des problématiques de propriété intellectuelle, etc., etc. Ça pose ces questions-là, évidemment, par rapport à une Europe qui est quand même très centralisatrice. Mais Romaric, je suis curieux de t'entendre. Mais moi, enfin, moi, ça me va très bien, hein. Mais vraiment, j'adore la techno, tous ces trucs-là, j'adore sur ces choses-là. Mais il faut pas en faire un totem, c'est ce que je voulais dire, hein. Parce que bah, tu as donné l'exemple du cadastre. Bon exemple aussi, ça leur simplifiera la vie, le notaire. Mais aujourd'hui, de toute façon, le notaire, c'est un officier de l'État, je crois, et que quand il signe et qu'il dit que ça a été vendu, qu'il y a eu un transfert de propriété, bah, il faut être notaire pour le faire. Et donc, c'est bien l'État qui suit les mutations, qui prend sa gamelle au passage, et sur ces choses-là. Et donc, il y a un moment, on vit en société, et en fait, on peut pas avoir que des mécanismes où on se défie de tout. Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive Alors, pas c'est pas. Ouais. à construire sans élément central, sans voilà, auquel se référer. Alors, moi, je prendrais juste deux exemples qui illustrent un tout petit peu par rapport à ce que dit Romaric. Oui, on le voit bien côté bancaire, et en même temps, l'échange d'un billet d'une main à l'autre.
peut se faire sans passer par beaucoup d'intermédiaires, hein, quand on s'échange des billets. Voilà, comme quoi c'est possible. Mais bon, je suis d'accord que c'est pas à la même échelle. Moi, je prends juste un autre exemple parce que dans la difficulté, quand on parlait des mythes, j'ai vu une des questions qui posait la question des mythes, etc. L'un des exemples qu'on aimait bien prendre au début de cette histoire de blockchain, c'est qu'on dit c'est formidable, on va avoir des contrats intelligents, des contrats communicants pour être exact. Quelque part, en gros, vous prenez le train, vous savez que si vous avez du retard, bah, à un certain nombre X, le train a X temps de retard ou de l'avion, bah, il y a possibilité de demander à une assurance, etc. Et finalement, pour être remboursé. Bon, on sait que le système fonctionne parce qu'il n'y a pas grand monde qui demande cette assurance-là, même s'il pourrait y avoir droit, que ce soit pour les aides sociales ou autres, c'est un peu les mêmes problématiques, hein, de toute manière. Le problème, c'est que si on automatise tout ça, c'est bien, les gens seront remboursés, mais évidemment, les primes d'assurance vont exploser et ça va coûter beaucoup plus cher en assurance. Donc, c'est tout le modèle économique qui est complètement revu parce que le curseur est complètement déplacé. Et donc, évidemment, tout système économique va devoir trouver son équilibre. Voilà, et donc ce qu'on voudrait de bien risque d'avoir des effets boomerang délicats. Moi, je suis assez d'accord sur, enfin, sur le fait qu'il ne faut pas mettre de la blockchain là où il n'y en a pas besoin. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très évolutif, c'est-à-dire qu'en 2018, on mettait un diplôme dans la blockchain, mais avec les données personnelles, etc. Après, il y a le RGPD qui est arrivé, on a compris que bah, c'était transparent, public, il fallait surtout pas mettre. Donc, on faisait un hash, une fonction de hashing pour mettre ce diplôme sous forme de série de chiffres et de lettres, et puis on eurodatait ce hash dans la blockchain. Aujourd'hui, le protocole actuel, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, dans la blockchain, vous allez inscrire une relation. La relation entre l'émetteur, qui est l'école, et l'étudiant, entre ces deux identifiants, ces deux clés publiques. Et sur la base de cette relation qui est on-chain, vous pouvez émettre des credentials, mais les diplômes, ils sont en dehors de la blockchain. Et donc, on voit que même sur ce cas d'usage-là, en 10 ans, il y a eu énormément d'évolutions au niveau architectural, protocolaire, etc. Et heureusement, aujourd'hui, c'est standardisé. Donc, on parlait de pérennité avant, on a plutôt confiance en ce protocole-là, mais on sait que ça va. Enfin, il faut être en veille constamment parce que voilà, il ne faut pas mettre de la blockchain partout et quand bien même elle a un intérêt, il faut l'utiliser avec beaucoup de parcimonie et pas voilà, tout blockchainiser comme disait une de mes enseignantes. L'exemple des diplômes, si je reviens juste sur, puisque on est en plein dedans et puis on en discute souvent, euh, euh, dans le principe, on sait que n'importe quel diplôme peut être vite falsifié. Il y a très peu d'entreprises qui vont commencer à payer des personnes pour aller vérifier si les diplômes sont vrais. Parfois, les managers vont appeler l'employeur précédent. Après, on voit que c'est dans la grande majorité des cas, finalement, il y a une confiance tacite. Et Dieu sait pourtant que c'est aujourd'hui facile à imiter, et donc, enfin, à contourner. Et on voit bien toute la difficulté, quoi. Le coût de la perfection est très très cher par rapport à un laisser-aller accepté par une grande majorité des différents acteurs, en fait. Ça, enfin, pour le coup, c'est exactement ce qu'on. Je reprends mon exemple du début, hein, sur le Bitcoin. Euh, c'est le fait d'être complètement paranoïaque et de faire confiance à personne fait qu'on maintient aujourd'hui 700 gigas et qu'en fait, vous les prenez et vous pouvez vérifier une à une chacune des Mm. transactions pour au final arriver au bout des 700 gigas à dire, bon, l'état du monde, il fait 10 gigas. Qu'est-ce qui est dépensable? Mm. Et c'est bien d'être parano, voilà, mais finalement, il faut aussi reconnaître que ça a un coût. Et voilà, et vous dites vous-même là sur la question des diplômes, en vrai, les gens le font plus parce qu'ils disent, bon, ça a l'air pas mal, il m'a peut-être pipoté sur le CV, mais au final, le mec a l'air de faire le job, et ben on prend plutôt que d'aller vérifier. Et il y a une question de coût qui intervient là-dedans, et où on fait tous ces compromis-là, en fait, à un moment, quoi. Sauf que avec l'IA aujourd'hui, voilà, les fake infos personnelles et autres risquent d'être démultipliés. Bah, c'est assez vrai. Et puis, surtout dans les professions réglementées où la fraude, elle est dangereuse. Je pense à la santé, je pense bah, au monde industriel ou au droit, hein, les avocats. Typiquement, nous, on a nos locaux dans l'école des avocats du Grand Est, première école d'Europe à utiliser la techno pour le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc, là où la fraude, elle est dangereuse, effectivement, il y a ce besoin de vérifiabilité et de robustesse de la donnée. C'est moins le cas quand il s'agit de profils commerciaux, etc., où là, de toute façon, voilà, c'est le talent qui fait la différence après sur le marché de l'emploi. Mais l'IA, alors moi, je n'osais pas le dire, mais l'IA est là, sur la trend actuellement.
Donc, on voit des budgets, on voit enfin, énormément de startups se lancer, des financements dans tous les sens. Où est le garde-fou de l'IA en réalité? On a vu les scandales avec Ghibli, Tintin, etc., les gens qui s'approprient les œuvres des autres. Mais en fait, où est le garde-fou? Bah, pour moi, le garde-fou, c'est l'identité numérique autosouveraine, celle qui peut garantir qu'une œuvre, une donnée appartient à son propriétaire. Voilà. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur une technologie qui amène la transférabilité de la donnée, comme les NFT ou les bitcoins, où vraiment on est sur des sujets de transférabilité. Nous, avec notre solution et avec ces fameux identifiants décentralisés, on est sur vraiment la propriété, l'ownership, la propriété de la donnée en tant que personne physique ou personne morale d'ailleurs. Ouais. Alors, je vous propose, comme le temps file et que nous avons pas mal de questions, de les balayer ensemble et voir qui d'entre vous souhaite y répondre. Alors, la première question, elle va porter sur finalement quels sont les mythes ou les idées reçues que vous entendez vous le plus souvent, parce que vous baignez un petit peu dans cet univers autour de la blockchain dans l'industrie, qui pourrait expliquer d'ailleurs que ce soit aussi un frein pour l'implémenter. Je pense qu'on a apporté pas mal d'éléments Mm. sur cette question-là, en tout cas. Je vois les autres, elles sont plus. Mais voilà, ça fait partie des difficultés qu'on qu'on a Moi, évoquées. pour la personne qui a posé cette question, je lui rappellerai qu'en fait, souvent, on pense avoir à développer une infrastructure blockchain, à réinventer l'eau chaude. Et ça, c'est un vrai mythe, quoi. La réalité, c'est que les infrastructures, il y a des génies derrière Ethereum, il y a des génies derrière Bitcoin, il y a des génies derrière ces infrastructures. Euh, il faut s'en servir comme on se sert, comme on s'est servi du protocole TCP/IP pour Internet. Donc, pas besoin de réinventer l'eau chaude, mais imaginer des cas d'usage bien concrets, bien spécifiques et adaptés au domaine d'activité. Merci Hugo. Deuxième question. Alors, voyez-vous une différence d'intérêt ou de maturité entre grands groupes et PME sur la blockchain industrielle? Est-ce qu'il y a, vous ressentez, vous, par expérience, une vraie différence, alors hormis peut-être les moyens, mais peut-être dans la maturité entre certaines entreprises, de par leur taille? Si personne veut répondre, euh, je donnerai juste deux points de vue. La grande entreprise, elle va se dire que voilà, elle va peut-être trouver plus facilement des ressources pour essayer de développer un projet, et en même temps, ça va devenir très lourd parce que ça va remettre en cause ça va re-questionner un certain nombre de préceptes propres aux entreprises. Donc, c'est pas si simple. D'ailleurs, je vois les gros projets. On a dit, hein, il y a quand même beaucoup de projets qui sont pas arrivés au bout, ou qui n'ont pas été développés par la suite. Il y en a eu des très gros en France, parce que peut-être justement il y avait des grands groupes où il y avait l'État, alors qu'on voit que d'un point de vue crypto ou autre, il y a énormément d'initiatives qui sont prises par des petites structures, des startups ou des particuliers d'ailleurs, hein. Voilà, donc je pense que les PME peuvent avoir aussi largement leur place de façon plus agile. Bon, là aussi, je pense qu'il y a peut-être un problème de communication, peut-être. Euh, Oui, mais en même temps, je pense que c'est un peu ce que je disais avant. Le mot blockchain, il a tendance à être noyé aujourd'hui dans les différentes technologies qu'on a derrière. Donc, si ça se trouve, il y a plein de projets. Mais bon, les gens, on entend moins parler aujourd'hui. c'est clair. Il y a eu une grosse trend ouais, en Hmm, 2017-2018, Ouais, totalement. début d'IA, et puis bah, l'IA a gagné en fait. C'est ouais. ça. Et je pense que les aspects blockchain sont plutôt enfouis, discrétisés, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, quoi, mais c'est quelque chose qu'on met moins en avant pour des raisons même Et puis, green, on va dire. Aujourd'hui, vous dites blockchain, tout le monde vous met au bûcher parce que c'est un scandale énergétique, c'est que pour le pédoporn et financer je sais pas quoi, et blanchiment puis, ouais. d'argent. Enfin, L'IA aussi. le sujet est très polarisé. Et du coup, bah, en fait, il n'y a personne qui va dire bonjour, je travaille sur la blockchain. Enfin, si, je le fais, Non, mais c'est clair. mais souvent, Non, dès mais qu'on c'est veut clair. convaincre les gens et tout, c'est très compliqué, quoi. Mm. Enfin, Et Mais par rapport à ce que tu viens de dire, Romaric, je rajoute un point. En même temps, il y a eu une volonté des institutions et l'État de fortement décrédibiliser tout ce qui était crypto, anarchie, blockchain, etc. au début. Et quand les banques se mettent à mettre des briques blockchain dans leur système, elles ne vont pas le crier sur les toits, elles le font toutes, voilà, mais elles n'en parlent pas beaucoup. ça. Il y a ça aussi. Autre question, alors souvent des tentatives d'implémentation de la blockchain ont été faites mais sans succès. Quels enseignements tirer des projets qui ont échoué ou qui n'ont pas été forcément déployés en production?
Alors, je me permets de répondre, en tout cas d'essayer d'apporter un élément de réponse en transition avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que l'IA, quand on s'est approprié, quand on a découvert ChatGPT, la valeur perçue, elle était immédiate, tangible. En une requête, on a vu la puissance d'un truc. La blockchain, c'est un peu moins tangible, la valeur ajoutée. Même quand vous êtes sur de l'exchange et que vous faites des échanges de crypto, vous avez moins ce rapport tangible à la valeur ajoutée de la techno. Donc ça, je pense que c'est aussi ce qui a pu causer l'échec de certaines POC ou de certaines expérimentations. C'est comme la valeur perçue n'est pas immédiate, bah, on a du mal à se projeter, à se dire, OK, au moyen terme, voilà ce que ça nous rapportera en termes d'efficience de process, etc. Et donc, je pense, en tout cas, en comparaison avec l'IA, ça peut être un frein à l'adoption. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi des problèmes de manque de ressources financières parce que bah, les projets sont souvent coûteux. Pour aller au bout, il faut avoir des queues de budget et puis des fois, ça ne marche pas. L'exploratoire, et on en parlait en introduction avec Martine, l'exploratoire, c'est pas, enfin, je veux dire, l'échec, c'est de l'apprentissage. Et souvent, malheureusement, on dissimule un peu l'époque qui ont échoué, alors qu'on devrait au contraire être fier de dire qu'on a exploré. La R&D, c'est ça, hein. Des fois, on a la solution, des fois, on l'a pas, mais il faut passer par ça, quoi. Moi, Exact. je le vois bien dans la question suivante, qui est sur la maintenance prédictive, justement, par exemple, ce que disait Hugo. Et par rapport à ce que disait Romaric, c'est un peu la différence entre la perfection et enfin, le coût de la perfection, ça coûte cher, quoi. Moi, je suis dans une grande entreprise où on nous apprend clairement ce que c'est faire la différence entre l'efficacité et l'efficience. Et l'efficience, c'est quand même d'arriver au résultat au moindre coût, au moindre effort humain, on va dire ça comme ça. La blockchain vient mettre de la perfection, ça a un coût. Est-ce que les gens sont... Voilà, on n'est pas dans... C'est compliqué. Ouais. Et donc, Bernard en a parlé, il y avait une question où un internaute a apprécié le lien que vous aviez fait, Hugo, avec la maintenance prédictive, enfin on devrait plutôt dire maintenance prévisionnelle, hein. Mm. Euh, euh, Comment, voilà, est-ce que vous pourriez développer justement techniquement comment la blockchain permet de pouvoir avoir une action sur cette maintenance prévisionnelle, justement? Alors, c'est des sujets forcément que je maîtrise beaucoup moins, mais j'imagine qu'en se renseignant sur Internet, il doit y avoir voilà, des initiatives qui vont dans ce sens-là. Moi, j'avais découvert Non, des mais projets dans la logistique avec de l'IoT qui permettait de savoir les secousses et voilà, s'il y avait eu l'endommagement d'un produit. Et donc ça, je pense que ça peut assez bien se transposer au monde industriel. Et avec de l'IoT, on est capable de déceler s'il y a, je sais pas, des problèmes dans les rouages voilà, et de pouvoir prédire, attention, il va falloir faire une mise à niveau ou un recyclage ou une vérification de cette machine parce qu'on a vu une petite différence dans certaines cadences, etc. Voilà, il y a de la donnée, on l'heurodate, on la rend vérifiable, on la rend transparente, mm, et puis toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir pour, pour améliorer le process industriel peuvent avoir accès à ces données-là et peuvent apporter leur expertise là-dessus. Et je je pense veux bien. que... Oh, pardon, Ouais, vas-y. vas-y, Non, vas-y, vas-y, Bernard. finis. Non, bah, je veux Ouais, bien juste un tout petit peu vulgariser parce que derrière maintenance prévisionnelle, en fait, il y a deux aspects. Il y a la partie maintenance. Je l'évoquais rapidement sur les carnets de maintenance et Hugo le citait auparavant. C'est un problème de confiance. Vous êtes sur une chaîne logistique, vous avez une traçabilité des QR codes qui vont d'un camion à l'autre. Il faut ouvrir une porte, il faut fermer une porte, la chaîne du froid, etc., etc. Donc, on a des capteurs qui permettent de vérifier tout ça. Sauf qu'il y a potentiellement, il n'y a pas une authenticité des informations transmises. Ça, c'est le premier cas. Donc, l'idée de la blockchain de certains projets était vraiment de mettre une solution d'information non infalsifiable, en fait, dans une chaîne logistique qui, notamment, pourrait avoir un gros intérêt en cas de conflit ou de problème juridique ou autre. Et quand on est sur la maintenance prédictive, on est plutôt sur des contrats communicants. Voilà, vraiment, où voilà, on constate un tel bug, enfin, un problème quelque part qui va déclencher, c'est un peu le cas des assurances que je prenais un peu avant, qui va enclencher une suite de tâches. Mais on n'a pas potentiellement, obligatoirement besoin de blockchain pour faire des contrats communicants. Mais ça, Romaric, tu vois, peut-être mieux préciser cette partie-là. Non, mais il y a ce côté très amusant, enfin, très amusant intellectuellement, parce qu'en pratique, je ne comprends pas à quoi ça sert. Mais effectivement, de mettre ça dans une blockchain, parce que du coup, il y a qu'est-ce qu'on peut mettre dedans en termes de calculabilité, qu'est-ce qu'on peut vérifier. Enfin, c'est assez amusant. Mais ouais. Après, sur l'exemple des capteurs de la chaîne du froid, etc., c'est ce que je disais tout à l'heure. On a beau avoir des capteurs qui envoient de l'information et qu'on va historiser dans cet historique intègre, auditable, etc., etc.
on n'est jamais sûr que la valeur envoyée par le capteur, elle n'est pas erronée, en fait. Et du coup, soit il s'est passé un truc parce que la porte elle est restée ouverte, soit bah, le capteur, en fait, il est tout cassé à un moment et il a envoyé quelque chose qu'il ne devait pas. Et vous voyez, là, sur ce que je disais tout au début, on a mis des données dans un historique intègre et auditable. Pour autant, les données qu'on a embarquées dedans, vous ne pouvez pas vérifier leur véracité. Et donc, ouais, c'est super, on a historisé les choses. Mais là, il y a un petit truc qui joue en se disant, bah, par rapport à la promesse initiale, il nous manque un truc là. Enfin, où on va pouvoir questionner ça. Donc on Mais était après, sur c'est les, intéressant pour faire justement la maintenance prédictive, pour faire des stats, pour tout un tas de choses, hein. dans ce que, Mais dans ce que il tu faut dis, qu'un. Romaric, dans ce que tu dis, ça me rappelle les débuts de la domotique où il y avait on prenait souvent le cas des volets roulants automatisables à distance. Oui, c'était très bien. On pouvait dire il est ouvert, il est fermé. Encore fallait-il que le volet fonctionne bien et qu'on puisse s'assurer que quand on appuyait sur ouvert, ben, il n'y avait pas eu un incident entre les deux. C'est ça, c'est ça. Il y a plein de petits trucs comme ça parce que voilà, réfléchir à ce qu'on historise et du sens de ce que ça a. Alors J'ai, avant, bah, pardon. vas-y, Emma. J'ai une question sur un des cas d'utilisation que vous avez mentionné, Bernard, la blockchain utilisée pour les JO, pour savoir si la production d'électricité pour, euh, pour, euh, pour les JO était, actuellement, enfin, était verte ou non. Enfin, je comprends pas très bien où est-ce que la blockchain rentre. Au niveau de la production ou au niveau de, Non, mais du en fait, delivery, du... c'est la certification des calculs et pour apporter vraiment la preuve que effectivement l'énergie, enfin la quantité d'énergie consommée Oui, provient bien de la même quantité d'énergie produite produite? de façon avec des énergies renouvelables en fait. Et c'est toute une chaîne. Et l'une des difficultés, c'était pas simplement d'un point de livraison à un autre. Il y avait des milliers de points de livraison Oui, qu'il fallait associer et avoir voilà, un certain nombre de calculs, mais qui doit être authentifié à chaque fois, quoi, en fait. d'accord, mais les énergies renouvelables, elles ne sont pas, enfin, elles sont pas flexibles, donc on ne peut pas savoir la production qu'ils vont Non, c'est avoir pour à ça qu'on un parle de instant T. quantité. C'est Ok, d'accord. la quantité. En gros, si vous consommez 1000, moi, je vous démontre que vous avez acheté 1000 que je produis d'un point de vue vert. D'accord. C'est peut-être pas cela que vous allez consommer, mais vous payez Oui, cette production-là. oui, d'accord. Il n'y a Un peu pas de comme les petits électrons PPA. verts qui se promènent, en Ouais. fait. C'est le problème de l'électron. Oui, oui, mais c'est en fait ces choses-là, c'est d'un point de vue purement comptable. On a Ouais. de la production d'un côté, on a de la Mm, consommation de l'autre, et on dit, bah, du coup, ça correspond. mm, Ben non, Et ouais. pas on forcément. regarde les déséquilibres, mais on ne suit pas des flux. Oui, Euh, voilà. Ouais. Mais ça joue au bout d'un moment, évidemment, sur le mix énergétique des producteurs. Enfin, je le vois chez nous. Hein. Nous, c'est ça, on a beaucoup de biomasse, de géothermie et de chaleur. Donc voilà, on sait mhm, pourquoi on fait ça. mhm. D'accord, très bien, merci. Alors, Et peut-être, oui, je continue avec les questions, Emma. oui, Ah, oui, oui. alors, quels sont les profils ou compétences qui manquent le plus aujourd'hui pour piloter des projets blockchain dans les entreprises industrielles? Romaric, tu les formes. Mhm, Moi, je dirais que c'est l'esprit critique pour savoir si c'est bien ou pas, parce que voilà, et c'est pas toujours utile. Je pense qu'il y a une question aussi de comprendre les enjeux qui viennent derrière et de se poser des questions. Exactement ce qu'on vient de dire à l'instant. Les électrons, ils sont pas verts et donc bah, ça va pas changer grand-chose pour regarder des jeux comptables ou sur l'exemple de la chaîne de production. Bah oui, des fois on enregistre des choses qui sont pas bonnes. Alors oui, l'historique il est bon, et donc de se rendre compte quand on fait ça de la plus-value ou pas que ça a. Et donc très bien défendu tout à l'heure sur l'exemple des diplômes et des identités souveraines, auto-souveraines, portefeuille IDAS, tout ça, ça je valide. Voilà. Donc, c'est des choses un peu de comprendre là où c'est utile ou pas, où on veut gratter. Et en fait, c'est d'avoir du recul et un esprit critique. Ok. Moi, Alors, je rajouterais juste sur les... Forcément, on imagine des compétences techniques, architecte logiciel, architecte blockchain et tout. Je pense qu'il faut des gens pour conduire le changement, des gens qui sont, enfin, des intrapreneurs, des gens qui sont là pour accompagner ces innovations-là.
Donc ça, c'est des profils qui ne sont pas forcément techniques, qui ont une compréhension et des enjeux et des plus et des moins, comme le disait Romaric, qui a un esprit critique et qui sont capables de fédérer des équipes autour de changements de process ou voilà, d'accompagnement de l'innovation, gestion de projet. Et puis, je reviens sur ce que je disais avant. Autant vu pour les clients, on va éviter de parler on va parler de cas d'usage et pas trop de tuyauterie. Bah, autant quand vous êtes dans les services IT, bah là, il faut qu'on en parle parce que justement, et dans l'entreprise, l'une des difficultés, c'est que il y a certaines expertises qui sont de la blockchain. Voilà, il faut avoir quand même quelques experts qui se sont intéressés à ça et qui savent de quoi on parle, et en même temps des architectes qui sont capables de raisonner conceptuellement sur ces questions-là. Donc, il y a ces deux aspects qui ne sont pas tout à fait en place. Et dès qu'il y a un projet où le mot blockchain qui surgirait, ça fait frémir. Alors, très très vite pour les deux dernières questions de manière synthétique, puisque le temps file. Comment embarquer les équipes métiers dans un projet blockchain qui peut sembler abstrait au départ? Et dernière question, en tant qu'expert, à quoi reconnaissez-vous un projet blockchain industriel vraiment pertinent qui justifie la complexité? En quelques mots. Alors comment, si personne parle, j'essaie, je suis pas sûr d'être le plus pertinent, mais bon. Comment embarquer les équipes métiers dans un projet blockchain? Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est chez nous, alors il y a quelques temps, maintenant on le fait moins, c'est de faire venir des gens qui avaient vraiment développé des projets, notamment de communautés énergétiques en fait, pour expliquer comment on faisait ces échanges peer-to-peer d'énergie. Et de rentrer dans un bootcamp et de rentrer vraiment dans ces questions-là pour essayer de faire émerger des besoins ou autres, mais c'est plutôt de l'apprentissage que des métiers, des méthodes d'apprentissage, c'est toujours pareil, de l'apprentissage par l'action sur toute nouvelle technologie. Et plus simple, d'imiter ce que ferait quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué parce que là, c'est quand même plus compliqué par rapport à ramener un chatbot, ça va être plus simple que de ramener une solution blockchainée, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'est selon moi une des difficultés. Mais en tout cas, oui, c'est d'essayer de trouver des projets, de s'y intéresser, d'être en partenariat et d'être dans des logiques gagnant-gagnant avec des experts qui savent bien faire, quoi, en fait. Super. Bah, écoutez, sur cette réponse, Bernard, on va conclure. Et je voulais en tout cas vous adresser un grand merci à tous les trois donc, pour la richesse de vos échanges. Vous avez bien interagi ce soir, c'était super. Et puis à vous toutes et tous qui nous avez suivis et qui avez été nombreux à nous poser vos questions. On a un peu mieux compris quand même ce soir pourquoi la blockchain se heurtait encore, malgré le potentiel que vous avez tous quand même relevé, pourquoi elle se heurtait encore à des obstacles de plusieurs ordres, hein, techniques, culturels, organisationnels, et à son intégration dans l'industrie. Et en tout cas, j'invite ceux qui voudraient le revoir, et en tout cas pour les autres, ce sera le cas dans un replay qui vous sera en tout cas rendu public dès demain. Voilà, donc en, en live sur le site YouTube de l'IMT où vous trouverez donc ce replay. N'hésitez pas également à le partager. Hein, on parlait en tout début d'émission que la blockchain souffrait d'un peu de communication et de visibilité. Eh bien, je pense qu'avec le replay de ce live, eh ben, on pourra participer un petit peu mieux à sa diffusion. Voilà, donc un grand merci en tout cas à tous les trois. Je vous souhaite une bonne soirée et également à nos internautes pour nous avoir été fidèles encore une fois et à nous suivre. Merci beaucoup. Merci à Merci tous, beaucoup. merci à toutes. Bonne soirée. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.